la compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un écrivain russe que nous vous proposons de passer les 4 émissions qui arrivent. Quand je dis nous, je veux dire bien sûr Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Kasmarek, Didier Pinault et Juliette Delpérou. Quant à l'auteur russe, eh bien, c'est Dostoïevski. Il a eu toute sa vie à cœur d'étudier l'homme et son mystère, de s'interroger sur le problème du mal et la question religieuse, d'observer et de décrire chez lui comme chez les autres ces âmes où, je cite, le diable avec Dieu se livre combat. Ces bas-fonds de lettres, il les a notamment décrits dans Les Carnets du sous-sol, un livre dont nous parlerons jeudi, avec d'abord Alain Finkielkraut, puis avec Leslie Kaplan. Mais avant cela, mercredi, nous aurons parlé d'un Dostoïevski philosophe. Nous aurons également parlé de la présence du corps dans ses livres. Ce sera avec le philosophe, justement, Michel Elchaninov. La veille encore, c'est-à-dire demain, nous reviendrons sur 2 grands romans de Dostoïevski avec l'universitaire Jean-Louis Baquès, Crime et Châtiment, ainsi que Les démons. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre traditionnelle émission biographique, nous sommes avec vous, Virgile Tanaz. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques mois, vous étiez venu nous parler de Tchekhov, dont vous avez rédigé la biographie chez Folio Biographie, et vous avez fait la même chose pour Dostoïevski en 2012, d'où votre présence à cette table. Et puis, l'homme de théâtre que vous êtes a aussi adapté Crime et Châtiment, qui a été joué notamment, si je me souviens bien, en 2014 au Lucernaire à Paris. Vous avez aussi écrit un texte à partir de la correspondance de Dostoïevski. C'était pour le festival de Grignan. Pour toutes ces raisons, cher Virgile Tanaz, et aussi parce que vous avez en plus rédigé une biographie de Camus, eh bien, je vous propose en introduction d'écouter Camus parler de la prose théâtrale de Dostoïevski, Camus qui avait lui-même en son temps mis en scène Les Possédés. Il avait un grand sens du théâtre parce qu'il avait, seul je crois parmi les grands romanciers, un sens particulier de la durée. Je veux dire que ces personnages évoluent à la fois par silence et par éclat alterné, ce qui est tout à fait propre à la durée dramatique, au lieu d'évoluer par une sorte de lente maturation, comme chez les grands romanciers tels que Tolstoï ou Balzac. Et de ce point de vue, il m'a toujours paru absolument extravagant que Dostoïevski n'ait pas écrit pour le théâtre. L'explication que je me suis donnée, c'est la pauvreté. Je veux dire que il était obligé d'écrire. Vous savez qu'il livrait souvent des passages entiers de ses livres avant même d'avoir écrit la suite, uniquement pour recevoir le prix des feuilles, comme il disait, qu'il livrait à l'imprimerie. Alors évidemment, c'est peut-être une mauvaise condition pour organiser une œuvre de théâtre qui demande une sorte de composition extrêmement stricte. Et de ce point de vue, le roman lui était un moyen d'expression plus facile. Mais je suis tout à fait persuadé que s'il avait écrit pour le théâtre, il eût été le grand auteur dramatique du XIXe siècle. Alors si Dostoïevski n'a pas écrit pour le théâtre, Virgile Tanaz, pensez-vous que c'est, comme le dit Camus, pour des questions en partie matérielles ? Forcément, c'est-à-dire quand il commençait à publier ses grands romans, il n'avait pas la fin et il publiait en feuilleton, obligé justement par une condition matérielle qui ne s'est améliorée que vers la fin de sa vie. Mais et encore, finalement, il n'a jamais été riche, Dostoïevski. Non, mais vers la fin de sa vie, il n'avait plus le souci du lendemain. Lui qui avait commencé par quitter la Russie pour ne pas aller en prison pour les dettes. Mais je crois qu'il y a en même temps le théâtre, le texte de théâtre est uniquement
une trace de ce qui fait la matière lourde, puissante de Dostoïevski. Je crois qu'il n'aurait jamais pu se résigner à cette écume des vagues qui est la réplique du théâtre, d'après laquelle c'est le metteur en scène qui reconstitue la substance. En échange, les textes de Dostoïevski sont effectivement très dramatique. D'ailleurs, Camus explique à un certain moment que, tandis que Tolstoï est un fleuve qui coule doucement, prenant le temps, c'est ce qui ne convient pas au théâtre, Dostoïevski est tout le temps sur des coups de théâtre dans ses romans. Et cette publication en feuilleton, vous pensez qu'elle a changé les romans eux-mêmes si Dostoïevski n'avait pas eu à publier comme ça en feuilleton, et au fond s'il avait connu la fin de l'histoire avant de publier ses livres, peut-être ces romans auraient-ils été différents? C'est possible, mais c'est pas essentiel, parce que il commence par exemple Crime et Châtiment, qui doit être la confession d'un criminel. Il le commence à la première personne, et après avoir écrit une partie du roman, quand il devait l'envoyer, parce qu'on lui a sollicité pour qu'on lui donne les avances, il se rend compte qu'en fait, il ne peut pas, sous cette forme, dire ce qu'il a à dire. Il brûle tout, et ensuite, il réécrit à la troisième personne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est une confession qu'il fait justement sur les démons, sur les possédés. Il dit que à partir de ce roman, il commence à écrire à partir de la fin. Et tandis qu'avant, il savait Crime et Châtiment, il savait assez bien ce qu'il voulait faire. Pour les autres, les personnages naissaient au fur et à mesure qu'il écrivait. Et justement, de nouveau, dans Les Possédés, il commence par donner la prééminence à Piotr Verchovensky, pour se rendre compte à un certain moment que le personnage qui l'intéresse est Nicolas Stavrogin. Alors, un grand roman non écrit de Dostoïevski, c'est tout simplement sa vie. Sa vie, c'est une fresque, une épopée, Virgile Tanaz. Ah, c'est plus que ça. Il est rare de rencontrer dans l'histoire littéraire, où les écrivains sont d'habitude des personnages assez fabuleux, quelqu'un aussi bouleversant, aussi bouleversé que Dostoïevski. Et il y a une rupture. Il ne faut pas oublier que Dostoïevski est condamné, il a quoi, 28, 29 ans, il est condamné à mort, conduit devant le peloton d'exécution. C'est-à-dire que pratiquement il va mourir, il sait qu'il va mourir. Il a fait cette expérience de la fin de la vie. Les premiers condamnés, ils sont par groupe de 3 de leur équipe de révolutionnaires, probablement qu'il était ce qu'on nomme un terroriste. On va revenir un peu sur tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'un courrier annonce qu'ils ont été condamnés, on a changé leur peine. Et le soir même, il écrit une lettre très intéressante à son frère, où il dit qu'en fait, ce qu'il a vécu l'a complètement bouleversé, qu'il arrache ensanglanté, si je me souviens, oui, ensanglanté, de son cœur ses illusions de la jeunesse, et qu'il renonce à tout ça. Et puis il va devenir pas exactement un apologète de la puissance absolue du tsar, mais certainement, c'est très étrange dans sa vie. À un certain moment, quand il y a un attentat contre le tsar, Dostoïevski, qui était en public avec des gens, fait une crise d'épilepsie. Est-ce que c'est l'émotion? Est-ce qu'il se souvient de ce qu'il avait lui-même vécu? Et puis, il y a cette histoire absolument fabuleuse du jeu. Tous les sujets que nous allons développer aujourd'hui. Peut-être faut-il commencer par le début. Le début, c'est le 30 octobre 1821, la naissance de Fyodor Dostoïevski dans une famille qui est une famille noble, et une famille où il y a, qui remonte très loin, une tradition de violence.
Bon, il y a de tout, c'est-à-dire on a pu remonter 2-3 siècles dans la famille de son père, et il y a un certain moment, ils sont d'origine tartare, passés au christianisme, et puis ils sont anoblis, puis ils perdent leur noblesse. Il y a une femme dans la famille qui tue son mari, qui tue son fils. Une certaine Maria Stefanovna. Voilà. Donc, il y a de tout. Et de côté de sa mère, c'est une famille russe de marchands et d'imprimeurs de textes religieux. Et il y a aussi beaucoup de pop dans la famille. Ah oui, c'est dans la famille de Dostoïevski. Le père de Dostoïevski devait devenir pop, sauf que le tsar décrète que la Russie ne peut pas se développer parce que l'Église accapare toutes les intelligences. Donc, par un décret, il prend un certain nombre de gens des séminaires et l'envoie dans des universités. Et c'est comme ça que le père Mikhaïl de Dostoïevski devient médecin. Ouais. Gynécologue même. Alors, lui, c'est un homme un peu violent, ou du moins sanguin, alcoolique, renfrogné, on le décrit comme coléreux, et sa mort va être aussi extrêmement violente et marquante pour Fiodor Dostoïevski. Oui, et Dostoïevski aimait beaucoup ses parents, et il n'en parle que très rarement. C'était sa mère qui le fascinait. Qui était plutôt très douce. Oui, qu'il perd à 15-16 ans. Et quelques années plus tard, il avait 19 ans je crois, son père est trouvé mort. On suppose qu'il a été assassiné. On n'a pas fait d'enquête pour une raison très simple, c'est qu'il était assassiné par les paysans du village. Par ses propres paysans, par ses serfs. Et si ses serfs étaient envoyés en tôle, en Sibérie, il n'y avait plus de gens pour travailler la terre. Donc on a préféré ne pas continuer l'enquête, mais ça a été violent pour Dostoïevski. Après ces deux expériences, la mère qu'il perd, elle meurt sous ses yeux. Après son père assassiné, lui condamné à mort, vous imaginez que la vie n'est pas très simple. Alors on pourrait continuer encore longtemps sur ce thème de la violence, le viol que Dostoïevski voit alors qu'il a une dizaine d'années d'une petite fillette de son âge, éventuellement qui peut être traumatisante, et même pas seulement éventuellement. Bon, mais on est obligé de passer à un autre chapitre qui est plus glorieux, et qui est celui du rapport à la campagne, du rapport aux paysans, ces mêmes paysans qui ont tué son père, et que pourtant il juge comme étant au-dessus presque des autres. Il a comme ça une fondamentale vénération pour la campagne et pour les paysans. C'est en fait campagne paysan. C'est le peuple russe. Et ce peuple russe, qu'il ne découvre pas dans sa jeunesse. D'ailleurs, il a quelques rencontres avec un vieux... le vieux Mareille. Oui. Mais la vraie découverte, il l'a fait au bagne. C'est là qu'il découvre qu'il y a dans ces gens simples une espèce de beauté qu'il n'arrive pas à exprimer. Vous dites que Dostoïevski est persuadé que les gens rudes et incultes ont en eux une lumière divine qu'il est essentiel de préserver. Oui, c'est dans Crime et Châtiment, le vieux ivrogne, sont ses derniers mots, dans cette espèce de prière, il dit à Sonia, oui, Dieu va me pardonner parce que je crois en lui.
La compagnie des auteurs sur France Culture. C'est donc la mort de Maria Fyodorovna, sa mère, qui entraîne un démembrement, Virgile Tanaz, de la famille, un éclatement. Dostoïevski lui-même est envoyé à l'école centrale du génie militaire, qui est une sorte de caserne. Et là, il va approfondir ce qu'on lui avait déjà inculqué dans sa jeunesse, c'est-à-dire une passion de la lecture, une passion pour Pouchkine, une passion pour Schiller et quelques grands auteurs qu'il lit avidement. Oui, il est un grand lecteur, sa mère lui aisait beaucoup, et puis il a la fascination de la littérature dans cette école. D'ailleurs, c'est très étrange. Dans les biographies que j'ai faites, il y a des auteurs qui, dès le commencement, ils ont voulu être des auteurs. C'était Camus, c'était Dostoïevski. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais pensé, même quand ils sont devenus très réputés comme écrivains. Comme Tchekhov, par exemple. Tchekhov et Saint-Exupéry aussi ne croyaient pas qu'il est un grand auteur. Et donc Dostoïevski voulait devenir écrivain. Et il lisait avec une très grande passion absolument tout, de Shakespeare à la littérature russe naissante, parce qu'il faut dire aussi qu'un des miracles, il y a comme ça dans l'histoire de la littérature des moments miraculeux. Le théâtre grec, où pendant quelques 50 années, il y a une génération de dramaturges formidables. L'époque élisabéthaine où Shakespeare met dans l'ombre les autres, mais il y a Marlowe, il y a Kyd, il y a Beaumont et Fletcher, il y a une pléiade. C'est la même chose en Russie. La littérature russe naît effectivement au début du 19e siècle. 20 ans plus tard, il y a Gogol qui donne avec le nez la direction vers Kafka, avec le manteau la direction vers Dostoïevski et Tchekhov. Et Dostoïevski est aussi fasciné par cette littérature russe qui naît de Pouchkine. Fasciné par la littérature d'un côté, il a toujours des livres avec lui. Il a aussi des livres qui sont des livres religieux. Il lit beaucoup la Bible. Il a toujours son évangile, son livre d'heures avec lui. Oui, sauf que je n'ai pas l'impression que le sentiment religieux est aussi puissant dès le début. Je crois qu'il entre dans la tradition familiale, dans la tradition russe, et ce n'est qu'au moment où il découvre le peuple russe, la foi du peuple russe. Et il dit quelque part que celui qui perd la foi perd son peuple, et quand il perd son peuple, tout devient possible. D'ailleurs, c'est une critique qu'il fait à l'Occident sur l'athéisme, sur le catholicisme qui est l'antichambre de l'athéisme. Il a une formule d'ailleurs que le pape, c'est le chef du communisme. Ouais. Le premier roman, c'est 1844, ça s'appelle Les pauvres gens, et vous dites que c'est un coup de maître. C'est pas moi qui le dis, c'est Nekrasov, qui est un des écrivains importants. Ils le font lire à Belinsky, qui est le critique attitré de l'époque. Et effectivement, c'est un souffle nouveau dans la littérature russe, parce que il y avait une littérature émergente imitée d'après les modèles occidentaux, spécialement français, mais d'après le roman sentimental anglais, qui d'ailleurs ne comptait pas. Et Gogol avait un style, son ironie, sa capacité nihiliste, si vous voulez, qui ne se retrouve pas. C'est pas un vrai réaliste, sauf dans chez le manteau et quelques autres. Et tout d'un coup, Dostoïevski apparaît comme ce réalisme puissant qui est à la source
de la vie qui est vrai. Un réalisme dont on verra peut-être au cours de cette semaine qu'il est teinté quand même de fantastique, et en cela aussi il peut descendre de Gogol. Alors, Bielinski le découvre, Tourgueniev aussi, au départ, semble apprécier beaucoup ce jeune auteur qui est très lancé. Semble, parce que à la lecture d'un des textes suivants, il se lève et il part en douce pendant la lecture. Et un des côtés anecdotiques amusants de la vie de Dostoïevski, c'est la rivalité avec Tourgueniev, qui d'ailleurs est pleine de significations. Tourgueniev est le représentant de l'esprit occidental, l'esprit de Pierre Ier, la Russie vers l'Europe. Et Dostoïevski c'est exactement le contraire. Et ils vont s'affronter jusqu'à l'année de la mort de Dostoïevski, devant la statue de Pouchkine pour l'inauguration de la célèbre, mythique statue de Pouchkine à Moscou. Leurs discours sont contradictoire parce que Tourgueniev, une fois de plus, voit dans Pouchkine le poète qui va vers l'Europe et au contraire, pour Dostoïevski, il y a l'opposition entre Onegin, le va-partout, le vagabond, et l'esprit Tatiana, qui est l'esprit de la Russie profonde. Donc ce jeune Dostoïevski, il s'oppose à l'establishment de la littérature russe. Il est en guerre avec les revues, avec les critiques. Quel portrait vous feriez de lui? Parce que le bagne va le changer, mais le Dostoïevski d'avant le bagne, à quoi ressemble-t-il? Tout d'abord, il est ébloui par l'admiration de Bielinski et de Nekrasov. Il n'arrive pas à y croire. Ensuite, il prend tout de suite la grosse tête. Et il commence, j'ai l'impression, à se dire que de toute façon, tout ce qu'il écrit doit être génial. Et il fait quelques textes qui sont douteux, même le double qu'il fait à cette époque. C'est à la lecture du double que Tourgueniev se lève et il part. Et il est très, très attaqué par des gens qui d'ailleurs trouvent qu'on lui a trop fait la cour, qu'il est trop vite accepté dans le clan des gens, des écrivains russes. Alors, évidemment, la réaction d'orgueil, il est très orgueilleux, Dostoïevski, il se retourne contre eux et il casse ses relations justement avec les milieux littéraires reconnus de Pétersbourg. Et il se tourne à ce moment-là vers les milieux révolutionnaires. Oui, parce que ça a été un jeune homme révolté, ça a été un idéaliste, Dostoïevski. Idéaliste, il fait partie d'une lignée. Il l'a quitté après cet itinéraire, mais il vient après les décabristes qui veulent changer la Russie, qui sont pendus, envoyés en Sibérie. C'est le complot auquel Dostoïevski a participé et dont un de ceux qui ont participé disaient, après la mort de Dostoïevski d'ailleurs, que jamais la police n'a su exactement l'important, la police ne l'a jamais su. Et d'ailleurs, on ne se rend pas très bien compte forcément du degré de participation de Dostoïevski à ces groupes pré-révolutionnaires attaqués par le régime comme étant en tous les cas révolutionnaires. Alors, certainement que j'ai la conviction que le groupe auquel participait Dostoïevski voulait assassiner le tsar. Dostoïevski, avec ses connaissances, et d'ailleurs son frère aussi, Mikhail, avec ses connaissances, probablement qu'avait fait un plan pour d'occupation, de barricades, d'occupation de la ville. Et
Il y a deux choses troublantes, celle dont je viens de vous dire, un des participants qui dit qu'on ne sait jamais, et ensuite celui qui était très proche de Dostoïevski, qui était, comment il s'appelait, Spechnev, qui à la fin de sa vie, 20 ans après la mort de Dostoïevski, dicte à sa femme, avant de mourir, des mémoires justement sur cette... Les mémoires ont disparu. La femme de Dostoïevski a trouvé probablement que ça ne fait pas bien, vu la reconnaissance que le tsar lui avait apportée, de sortir cette histoire. Et c'est pour ses activités, vous l'avez dit, révolutionnaires, qu'il est envoyé au Goulag. Cette expérience du Goulag, il l'a transposée en partie dans son roman Carnet de la Maison des Morts, dont voici un extrait lu par Denis Lavant, qui raconte l'état d'esprit des prisonniers à l'issue d'une pièce de théâtre qu'ils ont eu le droit de jouer. Les nôtres se dispersent joyeux, contents. Ils font l'éloge des acteurs, remercient le sous-officier. On n'entend pas de dispute. Ils sont contents comme pas à l'ordinaire. Ils ont même l'air heureux. Ils ne s'endorment pas comme d'habitude, mais l'esprit en paix. Et pourquoi, se dirait-on? Pourtant ce n'est pas là un rêve de ma fantaisie. C'est une vérité vraie. Pendant juste un petit peu de temps, on a permis à ces pauvres gens de vivre à leur façon, de se réjouir comme des hommes, de vivre une heure ailleurs que dans le pénitencier. Et l'homme, moralement, se transforme, ne serait-ce même que pour quelques minutes. Mais voilà déjà la nuit profonde. Je sursaute et me réveille par hasard. Le vieillard prie toujours sur le poêle, et il continuera de prier jusqu'à l'aube. Aleille dort tranquillement auprès de moi. Je me souviens que même en s'endormant, il était encore en train de rire, en parlant du théâtre avec ses frères. Et malgré moi, j'observe son visage d'enfant. Peu à peu, je me souviens de tout. Épouvanté, je relève la tête et regarde mes camarades endormis à la lumière tremblante et glauque de la bougie de suif réglementaire. Je regarde leurs pauvres visages, leurs pauvres lits, toute cette insurmontable misère, cette nudité. Je m'y plonge les yeux, et c'est comme si j'avais envie de m'assurer que tout cela n'est pas la suite d'une espèce de cauchemar monstrueux, mais bien l'authentique vérité. Qu'est-ce que le bagne change, au fond, Virgile Tanaz, dans la vie de Dostoïevski? Je crois qu'il découvre l'âme que dans la misère morale la plus totale, il existe une lumière en chacun d'entre nous. Donc c'est la foi qui est affermie par cette expérience. Oui, mais je dirais que cette lumière existe même chez ceux qui n'ont pas la foi, que c'est la présence divine qui existe en chacun d'entre nous, et que respecter l'homme dans ce qu'il est, avec toutes ses misères, c'est en fait rendre hommage à cette lumière qui est en nous. Donc il passe de la grosse tête que vous évoquiez à l'humilité la plus grande, mais il ne cessera d'osciller finalement entre ces deux extrêmes. Ensuite, non, il n'aura plus la grosse tête. Il aura une réserve envers tout le monde. Il va regarder avec une certaine condescendance les mièvreries de Tolstoï. Anna Karenine, un personnage intéressant. Il ne va pas aimer Turgenev. Il n'aime pas les pièces d'Ostrovsky. Mais forcément, il est tellement différent de tous les autres que il ne peut pas les aimer. Et le bagne lui fait connaître la souffrance. Or, ce qui est fondamental pour Dostoïevski, c'est que la beauté se révèle par la souffrance. On va arriver certainement, Mathieu, à cette histoire de la Madone Sixtine qui naît, et dont il dit que c'est la souffrance qui lui donne la beauté, et qu'il n'y a que par la souffrance qu'on obtient
le beau et l'art. L'art est une question de souffrance. Là, vous faites référence à un tableau de Hans Holbein. Non, celui de Raphaël, la Madone. Mais c'est la même idée. Oui. Non, avec Holbein, c'est plus différent. Ça, c'est que la divinité peut souffrir. Et il est tellement ému par ce tableau. C'est un Christ. Hein. C'est un Christ mort, presque en décomposition, le corps. C'est au musée de Bâle. Et sa femme l'emmène parce qu'elle a peur d'une crise d'épilepsie. Et ce tableau se retrouve dans l'idiome. Et le prince Mouchkine dit, en regardant ce tableau, on risque de perdre la foi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. On va continuer, Virgile Tanas, de parler avec vous de la biographie de Dostoïevski, mais pour l'heure, sur France Culture, on marque une pause, le temps de retrouver Pierre Cros du réseau social littéraire Babelio. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu, bonjour Virgile. Peut-on vous demander ce que vous avez fait de vos vacances ? Écoutez, vous allez voir... Qui n'ont pas été tellement longs finalement. Non, mais vous allez voir qu'on a été assez studieux pendant ces vacances, toute l'équipe de Babelio. D'ailleurs, on a une espèce de devise interne, c'est qu'il n'y a pas de repos pour les soldats du livre. C'est presque le dicton officieux de Babelio. Est-ce qu'elle vous parle, cette devise ? Beaucoup, et puis à Virgile Tanas aussi, j'en suis sûr. Et alors, vous avez proposé, je crois, un feuilleton sur les grandes controverses littéraires tout l'été à vos lecteurs et aux membres du réseau social Babelio. Tout à fait, en partenariat avec Retro News, qui est le site d'archives de presse de la Bibliothèque nationale de France. Nous avons publié tout au long de l'été une dizaine d'articles sur une œuvre ou un auteur qui a suscité la controverse, jusqu'à parfois être censuré pour trouble de la morale. Je dis parfois, mais c'est assez souvent le motif. Alors on s'est principalement intéressé à des auteurs qui sont lus encore aujourd'hui pour voir justement la différence de réaction entre les critiques de l'époque et celles des lecteurs d'aujourd'hui, pour voir l'évolution de la réception de ces œuvres. Ce sont surtout des auteurs du 19e et du début du 20e siècle que nous avons retenus, de Victor Hugo et sa célèbre bataille d'Hernani à Lady Chatterley de D.H. Lawrence. On n'a pas pris beaucoup d'auteurs russes. Vous pourrez directement retrouver dans les articles des dizaines, des vingtaines d'archives via les articles. Je vais vous en citer une archive, une citation. Je vais vous demander peut-être de retrouver l'auteur dont il est question. Alors, à votre avis, par exemple, de quel auteur... J'espère que vous adressez à Virgile Tanas. À vous deux. Non, et aux auditeurs de France Culture. Alors, à votre avis, de quel auteur parle ce critique du Figaro en 1857 ? C'est un indice. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur, encore si c'était pour les guérir, mais elles sont incurables. C'est sur Flaubert. Hein. Flaubert ? Écoutez, moi je laisse répondre notre invité. Je voudrais pas. Alors vous n'êtes pas très loin, mais c'est Baudelaire, c'est Les Fleurs du Mal. C'est un des deux. C'était un des deux, effectivement. Flaubert fait partie des auteurs que l'on cite dans notre dossier. Alors voilà, c'est le genre de citation que vous retrouverez dans notre dossier. D'accord. Alors ils sont plus puritains, les lecteurs d'aujourd'hui, ou moins qu'avant finalement ? Ils sont moins puritains. Bon. Ils comprennent assez peu les polémiques de l'époque. Enfin, dans leurs critiques, on retrouve souvent d'ailleurs les traces de ces polémiques qui sont connues. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous retrouvez donc dans ce dossier beaucoup d'archives, et on peut voir qu'à l'époque, les critiques étaient extrêmement violentes, un peu comme celle-ci d'ailleurs, qui est quand même extrêmement dure. Et donc, on n'aime ou pas les auteurs des dossiers, de ces articles. C'est assez amusant de voir ce dont la presse parlait à l'époque. Et on imagine que vous avez aussi travaillé sur la rentrée littéraire, passage obligé. Alors on ne peut évidemment pas échapper à la rentrée littéraire et aux 577 titres qui sont progressivement publiés depuis la fin du mois d'août. Alors ce qui est toujours un peu triste, c'est que finalement, de tous ces ouvrages, on ne va parler que d'une petite poignée. Tous les livres ne vont pas être mis à l'honneur en librairie, dans la presse ou via les prix littéraires. Alors cette année, Babelio vous propose de mettre la main à la pâte pour participer à un grand défi collectif, critiquer l'intégralité de la rentrée littéraire. Tout le monde est invité à participer, il suffit de vous rendre sur le site. Nous sommes déjà à 50%. Alors c'est un défi collectif, hein. Il ne s'agit pas de critiquer tous les livres, mais ensemble, on peut peut-être arriver à faire en sorte que tous les livres soient critiqués.
Alors pour l'instant, c'est l'indétrônable Amélie Nothomb qui est l'auteur de la rentrée la plus critiquée, avec 40 critiques pour son dernier roman Frappe-toi le cœur. Mais si vous avez lu une pépite encore méconnue qui mériterait d'être remarquée, c'est peut-être l'occasion. Et puis des événements pour terminer, Pierre, vont avoir lieu cette année pour la rentrée. Vous souhaitez nous en signaler, je crois, quelques-uns? Oui, alors pour la deuxième année consécutive, la FNAC va proposer du 15 au 17 septembre le forum FNAC Livre, avec quelques-unes des stars de la rentrée littéraire, comme Leila Slimani, Marie Dariussec ou encore Éric Reinhardt, mais aussi quelques figures plus étonnantes, le chanteur Raphaël Haroche, l'acteur Romain Duris ou encore le rappeur Kerry James. Ils vont tous évidemment parler littérature. Et vous pourrez retrouver l'équipe de Babelio, puisqu'on va animer plusieurs rencontres. Je vais en citer une qui aura lieu le samedi 16 septembre autour de la bande dessinée avec Bastien Vives, Mathieu Sapin et Simon Astier. Donc voilà, la rentrée littéraire, c'est aussi celle des bulles, de la bande dessinée. Le festival se déroule donc du 15 au 17 septembre à Paris, à la Halle des Blancs-Manteaux. Des rendez-vous à ne pas manquer. Donc merci Pierre Cros, à très bientôt. C'est une première émission consacrée à Dostoïevski dans la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Virgile Tanaz qui a consacré une biographie chez Folio Gallimard à celui qui restera comme un grand et maladif joueur. J'ai tout perdu et très rapidement. J'ai misé d'emblée 20 Frédérics sur le père et j'ai gagné. J'en ai misé 5 autres et j'ai encore gagné. Et ainsi de suite, 2 ou 3 autres fois. Je crois que je me suis retrouvée avec quelque chose comme 400 Frédérics d'or entre les mains en quelques 5 minutes. Là, j'aurais dû me retirer, mais j'ai éprouvé une sensation bizarre qui naissait en moi. Quelque chose comme un défi au destin, une espèce de désir de lui faire la nique, de lui tirer la langue. J'ai misé la plus grosse somme autorisée, 4000 guldens, et j'ai perdu. Je me suis échauffée, j'ai sorti tout ce qui me restait. Je l'ai mis à la même place, et j'ai perdu. Une fois encore. Après quoi, je me suis écartée de la table, complètement hébétée. Je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait, et je n'ai pu annoncer ma débâcle à Paulina Alexandrovna que juste avant le dîner. Jusque-là, j'avais erré dans le parc. Un extrait du joueur lu par Judith Henry. Virgile Tanaz, c'est un livre majeur de Dostoïevski selon vous, le joueur? Un petit roman très touchant. Touchant parce qu'il rappelle aussi l'addiction de Dostoïevski pour le jeu. Oui, sauf que c'est très gentil par rapport à ce que Dostoïevski a vécu. Ces histoires avec le jeu sont absolument hallucinantes. Son incapacité à résister à la misère, les mensonges qu'il fait à sa femme, le fait que il vend jusqu'au dernier bijou, jusqu'aux vêtements de sa femme pour jouer, et il en est tellement obsédé par ce jeu qu'à un certain moment, quand il n'arrive plus à écrire, ils sont en exil en Suisse, sa femme fait des petites économies dans les dépenses quotidiennes pour lui donner une somme et pour qu'il aille jouer. Et ça dure 4 ans. Et c'est ça qui est très touchant dans la relation. Alors là, on parle de la seconde femme de Dostoïevski. On dira peut-être un mot sur la première tout à l'heure. Mais dans leur relation, parce qu'elle le comprend, même si elle est horrifiée évidemment par la façon dont il perd tout son argent et tout leur argent au casino, elle le comprend et parfois elle lui dit mais vas-y, va jouer. C'est faut lui rendre hommage à cette femme. Elle était absolument extraordinaire pour Dostoïevski. Je crois que peut-être que ces grands livres n'auraient pas été
ce qu'ils sont si elle n'était pas... D'ailleurs, elle travaillait pour lui. Elle travaillait pour lui, mais elle le soutenait. Elle avait à s'occuper de la publication elle était des dactylo contes. aussi, Oui. donc elle retapait les manuscrits. Elle est très importante. Et Dostoïevski tenait énormément à cette femme. Mais au moment où cette passion du jeu lui est venue, il n'en pouvait plus se défaire. Et il raconte des histoires à dormir debout dont il ne peut pas penser que sa femme va les croire, qu'elle lui a envoyé l'argent après qu'il a tout perdu pour revenir à la maison. Mais il veut venir, mais le valet de chambre oublie de le réveiller à temps. Il court à la gare, le train est déjà parti. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il entre parce qu'il pleuvait et il est malade. Alors il est entré au casino, mais il s'est juré de ne pas jouer parce qu'il a rêvé de sa femme avec les cheveux blancs, parce qu'il a rêvé de son père qui est toujours... Il a rêvé quelquefois dans sa vie de son père et ça était un présage de malheur. Donc il reste à côté de la table et il mise dans sa tête. Et il gagne tout le temps. Et alors il s'est dit non, quand même, il faut que... Et il met les sous qu'il avait pour le retour. Et il les perd de nouveau. Des histoires comme ça sont continuelles. Donc, pas 4 ans. Jusqu'à un moment où, encore une fois, il perd tout. Sa femme lui envoie une lettre en lui disant ne pas jouer, mais il lui dit à quel point il se rend dans une situation désespérée s'il perd encore l'argent pour revenir. Et il y va quand même, il le joue, il le perd, il erre dans la ville absolument halluciné. Il a l'impression de voir une église, il veut entrer pour prier, c'est une synagogue, il n'entre pas, il revient à l'hôtel et il écrit à sa femme, il est en train d'écrire Les Possédés. Et il dit, j'ai l'impression que le démon est sorti de moi, le démon du jeu est sorti de moi. Et à partir de cette année, c'était 1871, il ne joue plus jamais. Il va plusieurs fois en Allemagne. Il est à proximité des casinos. C'est fini, c'est terminé. Comme si Anna avait été son ange gardien. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs avec les autres femmes de Dostoïevski. La première d'ailleurs, Maria Dmitrieva, il l'a rencontrée alors qu'il était au bagne ou qu'il venait juste d'en sortir. Là, c'est une relation très ambiguë, très complexe. C'est de nouveau une relation à la russe. Elle est mariée, d'ailleurs elle ne l'aime pas. Dostoïevski se bat pour son mari, qui ne fout rien, qui est un ivrogne, qui est mal poli. Donc il cherche à la sauver finalement de son mari. Et il y a une histoire, il lui trouve un poste pour son mari à 1000 kilomètres de l'endroit où il est en résidence surveillée. Il y va quand même. Elle trouve un autre fiancé après la mort de son mari. Il y a un arrangement entre Dostoïevski et ce prétendant qui finalement sera témoin au mariage de Dostoïevski. Et puis au moment où ils sont ensemble, ils se rendent compte que non, ils n'ont rien à faire ensemble. Elle reste à Moscou, il est à Pétersbourg. Oui, à tel point qu'on se demande si cet amour de Dostoïevski pour cette femme, il ne l'a pas inventé comme pour se punir ou comme pour essayer de la racheter, elle, de la sauver, elle. Il y a quelque chose qui n'est pas chimiquement pur dans leur relation, Virgile Tanaz. Ah oui, c'est tout à fait... c'est comme pour les personnages du théâtre russe et du roman russe. Faut pas essayer de trop comprendre. C'est comme ça, on constate, ça existe, c'est passé comme ça. Oui. Et puis entre ces deux femmes, alors il y en a eu encore d'autres, Apollinaria Souslova, qui est arrivée
à Paris, là, c'est très drôle parce que elle attend Dostoïevski qui ne peut pas venir à Paris. Il lui a donné rendez-vous à Paris et elle est là. Et puis elle a une vision et elle court là près du Panthéon à l'église Sainte-Geneviève. Elle trouve un prêtre pour lui faire une confession, mais elle ne sait pas un traitement de français, elle ne sait pas le russe. Et alors il fait une confession très... il ne comprend rien, lui donne la bénédiction. Sa vision était que Dieu lui a demandé de tuer le tsar des Russes. Et voilà. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors les années à partir de 1865, Virgile Tanaz, pour Dostoïevski, qui va mourir en 1880, ce sont tout de même des années qu'on peut qualifier littéralement de miraculeuses. Oui, tout à fait. Il écrit ses grands romans avec des difficultés. Justement, Pierre parlait de la censure. Il y a au moins deux moments. Il y a censure pour Crime et Châtiment, au moment où Sonia, qui est une prostituée, lit un passage de l'Évangile, et ensuite Raskolnikov se met à genoux devant elle. La censure n'en veut pas. Mais surtout pour les posséder. Ce que Dostoïevski trouve que c'est le chapitre le plus important de son livre, La Confession de Stavrogin. Ni le rédacteur de la revue ils ne veulent pas la publier, elle ne sera publiée que 50 ans plus tard. Et alors du coup, ça entraîne un changement de la suite du livre, puisque comme c'est en feuilleton, si un chapitre disparaît, le livre en est forcément altéré, ce qui fait qu'on n'aura jamais la version que Dostoïevski souhaitait écrire. C'est effectivement d'ailleurs que cette confession, quand on a restitué, d'après des épreuves partielles restées qui n'ont pas été publiées, et d'après un tapuscrit de sa femme qui lui aussi est incomplet. Il n'en reste pas moins que Les Possédés, les démons, ont été un grand livre, ce qui me fait dire que quand ton auteur est important et il a des choses à nous faire sentir, la censure reste impuissante. Ça a été aussi le cas pour Tchekhov, on a discuté la dernière fois, une censure tout à fait absurde et elle ne peut pas empêcher les grands auteurs de sortir, comme on n'a pas empêché Baudelaire, Flaubert, on a fait des procès. Il est très vexé parce qu'il est moins payé que Turgenev, que Tolstoï, que Goncharov. Oui, parce que lui réclame sans cesse des avances, donc c'est les éditeurs qui ont l'avantage, qui ont la main, et en effet, il le paye beaucoup moins que les autres. Alors que c'est tout de même quelqu'un qui a une célébrité incroyable. Il a un écho peut-être pas aussi important que Turgenev à l'école, certainement pas comme Tolstoï, mais comment dire, je finis ma biographie avec une phrase. Certains pensent que c'est le plus grand auteur de la littérature russe. C'est pas à nous de décider, mais il est certainement. C'est difficile de dire que Tolstoï est plus important que. Il a fait Guerre et paix. On ne sait pas. Les frères Karamazov, qui doivent avoir 1000 pages, n'est que la première partie d'un roman qui devait être beaucoup plus vaste. Ce sont des créateurs. Ce qui dit beaucoup sur la force de travail aussi de Dostoïevski, qui pourtant était épileptique. On s'est arrêté trop brièvement sur sa maladie, qui va aussi être un point très important de cristallisation pour lui dans sa vie. Oui, il a sa première crise à 26 ans.
Et puis, parfois, des crises très, très graves. Vers la fin de sa vie, on essaie différents traitements. La maladie est plus ou moins apaisée. Mais ça ne l'empêche pas de travailler avec une grande régularité et avec une très grande efficacité, avec un programme bien établi. Il travaillait la nuit, il laissait les feuilles sur la table pour sa femme pour les taper, en indiquant ce qui n'est pas, ça ne vaut pas la peine de le taper parce que c'est mauvais, il faut être jeté. D'ailleurs, il y a vers la fin de sa vie, il rencontre une jeune femme qui veut devenir écrivain et lui demande des conseils. Et Dostoïevski lui dit, vous savez, n'écrivez jamais pour l'argent et à la commande. C'est ce que je fais et je crois que mes livres sont ratés. Ne vendez jamais votre esprit, a-t-il dit à cette jeune femme. Oui, non, mais surtout, ne travaillez pas. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout que lui, il croyait que c'est pas exactement ce qu'il aurait voulu écrire. Ce sont des livres ratés, mais que voulez-vous? C'est les possédés, c'est l'idiot, c'est les frères Karamazov, c'est Crime et Châtiment. Et l'épilepsie, pour y revenir une minute, il faut signaler que l'un de ses fils est mort d'épilepsie. Et il a eu aussi, ce drame aussi, je vous dis, dans ce roman dostoïevskien qui est la vie de Dostoïevski, et il a eu sa petite fille qu'il aimait énormément, qu'il a eu à Genève, et qui est mort à 2 mois. Dostoïevski a été absolument terrassé par la mort de son premier enfant. Oui. Puis celui-là qui est mort d'épilepsie. Mais on a beaucoup parlé dans la critique, dans les universités, du rapport entre la maladie et l'écriture. Je ne suis pas persuadé. Dans l'idiot, il y a quand même l'épilepsie. Oui, mais je ne crois pas que la littérature de Dostoïevski doit quelque chose à sa maladie. Peut-être que ça doit davantage à la prière, parce que vous insistez beaucoup dans votre biographie, Vigil Tanas, pour dire qu'au fond, ça n'est pas avant tout un nihiliste, Dostoïevski, c'est avant tout quelqu'un qui est un homme pieux, et de plus en plus au fur et à mesure de sa vie. Oui, il devient de plus en plus persuadé qu'il y a dans l'existence un mystère que la science ne peut pas résoudre. D'ailleurs, il a aussi cette formule qu'on retrouve d'une certaine manière après. Avec la science et la logique, on ne peut faire que des fourmilières. Et c'est que la société et l'homme ont une partie de mystère qui vient d'une force qui est probablement Dieu. Surnaturel. Avec surnaturel. Avec Jésus. Il croit beaucoup à Jésus. Il dit, quand on a perdu Jésus, dit-il, on a perdu tout. Parce que Jésus, c'est en fait cette divinité, cette lumière dont je vous parlais, qui devient homme et souffrance, qui devient le tableau de Holbein de Bâle, et qui accepte la dégradation, la mort, la souffrance qui est celle des hommes. Et qu'en fait, pour Dostoïevski, Jésus, c'est l'essence même de ce qu'est un homme. C'est-à-dire, il y a en lui la divinité, il y a en lui le mal, la pourriture, et c'est ce qui fait la grandeur et la difficulté d'être un homme. Et son enterrement, 60 000 personnes, un immense hommage qui est rendu à celui dont on sait déjà que c'est l'un des très grands écrivains de la Russie. Oui, le public ne s'est pas trompé. C'est difficile de juger des audiences d'après les tirages, parce qu'en fait, les livres étant publiés en feuilleton, ça avait une diffusion difficile à apprécier. Les tirages des livres réussis à vendre 2500, 3000 exemplaires des possédés, quelque chose, il dit, il ne s'attendait pas, c'est un grand succès de librairie. En fait, les lecteurs sont les lecteurs des feuilletons dans les
journaux. Et il a eu une influence certainement immense sur la mentalité et l'esprit russe. Merci beaucoup Virgile Tanaz pour ce parcours à travers la vie extrêmement romantique de Dostoïevski. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie donc de l'écrivain publiée en 2012 chez Folio. Vous avez également mis en scène Crime et Châtiment, c'était au théâtre du Lucernaire en 2014 et justement Crime et Châtiment, ce sera le sujet de l'émission de demain avec Jean-Louis Baquès. Nous parlerons également des démons. Mais tout de suite, c'est Jacques Bonafé. Il lit des poèmes sur le thème des entrées en matière. Aujourd'hui, un poème fleuve d'Olivier Domergue. Bonjour Mathieu, bonjour la compagnie. Et c'est la rentrée, et là, oui, on ne peut pas s'en cacher. Et de partout, ça ne fera que se confirmer, pas d'autre issue. Prenez vos cahiers donc, et restez en vacances. Vos cahiers de poésie, bien sûr. Oui, s'il vous plaît. Nous commencerons cette semaine par la géographie puisque Ronéo Rodéo, poème fleuve d'Olivier Domergue, s'est posé sur notre table pendant ses derniers congés. Le Rhône était cet arbre solide et tutélaire qui, littéralement par la seule force de son tronc et de ses branches maîtresses, portait le pays à bout de bras, lui donnait son assise et lui conférait cette verticalité dont on pouvait penser qu'elle avait à voir avec la grandeur de la France, dont on parlait encore, sans rire, à l'époque. Or, je dois à Vidal de la Bâche, grand géographe et auteur de ces cartes murales, une vision toute personnelle et verticale du Rhône, pris de bas en haut, de la mer à la source alpine, et présenté de telle façon, avec le trait épais de son cours et l'arborescence presque horizontale de ses affluents, qu'il ressemblait à un arbre planté dans la Méditerranée et dont le tronc phénoménal correspondant au fameux couloir rhodanien et les ramures principales semblait permettre à la France de se tenir debout devant nous. Ronéo Rodéo, poème fleuve, est précédé de photographies. Et on retourne au poème fleuve à ses intitulés Récit inaugural, 3 images liminaires dans le bain moussant de la métaphore, chevrotine, rigaud, rigaudon, ruine du Rhône, l'expression du vers, pensée par Strat, la mouche du coche, autant de chapitres de ce poème fleuve. Car cette agitation est aussi une cogitation, une pensée qui se pense et qui, se pensant, passe à la pensée suivante, et encore à la suivante qui jamais ne s'épuise. Car un fleuve est un flux, comme son nom l'édicte, le dévide, le distille, un flux ininterrompu d'eau et de sensation de l'eau et de trémulation de l'eau dans l'eau et de perpétuation de l'eau par l'eau, l'indéfini du flux infini. Car un fleuve est un flux qui se dissout dans le flux, et dans le mot fleuve, et dans le Rhône, et dans son nom. Si les espaces naturels reculent, les friches et terrains vagues aussi, l'enfer mercantile et pavillonnaire partout se répand au mépris du reste, et souvent de la flore, de la faune, de la qualité et de la beauté des paysages. Le bien commun est foulé aux pieds, proie d'une spéculation endémique, quasi exponentielle, espaces urbains, semi-urbains et campagnes cohabitent dans des secteurs de plus en plus étriqués, cloisonnés et étanches, à couteau tiré, en voisins terribles ou frères ennemis, sans dialogue possible et surtout sans vision d'ensemble. Vite, de l'air. De l'air, un passage, une entrée, une échappée, un sentier vaguant entre les herbes, de l'air, une marche au bord du Rhône vous fera le plus grand bien. Croyez-vous? Vous pensez que ça se soigne, ça? Dit Olivier Domergue, Ronéo Rodéo, poème fleuve au comptoir d'édition. Merci Jacques Bonafé, c'était la première de vos entrées en matière.